Très bien. Mes chers collègues, désolé de prendre 3 minutes de retard. Donc, nous entendons ce matin le professeur Christelle Gras-Le Guen, qui est en téléconférence, et Adrien Taquet, que nous connaissons bien à cette commission, et les deux sont coprésidents du comité d'orientation des assises de la pédiatrie et de la santé de l'enfant. J'indique que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo retransmise en direct sur le site du Sénat. Nous accueillons par ailleurs une délégation de fonctionnaires de l'Assemblée nationale d'Arménie. Ils sont là-bas, conduite par son secrétaire général qui assiste à nos travaux ce matin, et je les salue en votre nom à tous. Les assises de la pédiatrie ont été lancées en décembre dernier dans un contexte de tension extrême des services d'urgence pédiatrique, avec une épidémie de bronchiolite à la fois très virulente et très précoce, mais aussi une situation structurelle très dégradée. Nous sommes d'ailleurs allés avec quelques membres de la commission à l'hôpital Necker en décembre pour voir la situation. Le champ des assises englobe toutefois tous les professionnels intervenant dans la santé de l'enfant, que ce soit en ville ou à l'hôpital, mais aussi les services scolaires et de santé scolaire, ou encore les services de protection maternelle et infantile. Les assises doivent aboutir au printemps à l'adoption d'une feuille de route en 6 points, dont je ne releverai qu'un seul, relever le défi de la santé mentale des enfants. De nombreux travaux ont été consacrés par le Sénat à ce sujet, qui ont souligné l'ampleur du défi à relever. Et je vous laisse tout de suite la parole, Madame la professeure et Monsieur le ministre, pour nous présenter l'état d'avancement de vos travaux avant que nos collègues ne vous posent les questions. Nous disposons d'1 heure. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour, Christelle, à distance. Est-il possible, on a un petit support de présentation, est-ce qu'il est possible qu'il soit partagé à tout le monde? D'accord, mais est-ce que les... On le met en place des membres? Ah bah oui, si les membres de la commission peuvent... Bonjour Madame la sénatrice. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente, merci beaucoup. Ravi de vous retrouver ce matin pour évoquer effectivement les assises de la santé de l'enfant, assises de la pédiatrie et de la santé de l'enfant. Et merci Madame la Présidente, effectivement nous avons échangé ensemble. Il me semblait intéressant et important surtout de pouvoir venir devant vous ce matin, partager avec vous ce que sont les grands axes, la méthode et les attendus de ces assises, de ce processus qu'a lancé effectivement, comme le rappelait Madame la Présidente, le ministre François Braun en plein milieu de la crise des urgences pédiatriques, et de voir comment vous, parlementaires, et en particulier les sénateurs, qui êtes peut-être encore plus en prise avec les problématiques de vos territoires, des élus locaux, comment vous pouvez contribuer à cette réflexion collective. Alors Madame la Présidente l'évoquait, l'hiver dernier, notre pays a été confronté à ce qui est en réalité malheureusement un marronnier, un rendez-vous annuel, qui est celui de la crise des urgences pédiatriques, mais qui a été particulièrement aigu cette année du fait de la conjonction d'une triple épidémie, épidémie de la Covid, épidémie de la grippe et épidémie de la bronchiolite, et avec une dette immunitaire qui était ce qu'elle était du fait de ces 2 dernières années où nous avons tenté de nous protéger du Covid, qui a fait que cette triple épidémie a été particulièrement importante et a donc saturé les urgences, avec un manque de lits d'hospitalisation conventionnelle et en soins critiques, une périnate en difficulté, des équipes déjà éprouvées, mais plus épuisées encore, et avec des démissions qui ont continué d'augmenter, et une permanence des soins qui est devenue particulièrement problématique. Mais tout cela, en réalité, n'est que la face immergée de l'iceberg, et ce dont il est question, ce n'est pas simplement une crise des urgences pédiatriques, mais bien une crise de notre système global de prise en charge de la santé de l'enfant. Des PMI, que vous connaissez bien, qui sont en difficulté. Nous avons évertué ces dernières années de les soutenir, de réinvestir. Néanmoins, il y a encore des manques de moyens, il y a encore, en dépit des délégations de compétences, du temps médical
disponibles insuffisants. Et vous le savez, c'était le rapport Perron sur la PMI de 2018. 75 à 80% des médecins de PMI qui étaient en poste il y a encore 3-4 ans qui seront à la retraite dans les toutes proches années à venir. La médecine scolaire. Y a-t-il encore une médecine scolaire quand il reste 800 médecins scolaires dans notre pays? Je pense que c'est la question qu'il faut se poser comme telle. Manque de pédopsychiatres, vous avez parlé de santé mentale, Madame la Présidente, vous le savez là aussi, quelques centaines en France, et manque de spécialistes dans de nombreuses spécialités de l'enfant en réalité, au-delà de la seule pédopsychiatrie. Et puis dans certaines CMPIJ, des délais d'attente dans certains territoires de 6 à 12 mois, qui sont autant de pertes de chance pour nos enfants, etc., etc. Voilà, donc au-delà de la crise des urgences pédiatriques, c'est bien l'ensemble de notre système de prise en charge de la santé de l'enfant qui est confronté à des difficultés aujourd'hui, qui sont des difficultés systémiques et qu'il convient de refonder pour les enfants qui naissent aujourd'hui et pour ceux qui naîtront demain. Et donc c'est toute l'ambition de ces assises de la pédiatrie et qu'on a voulu tourner comme des assises de la santé de l'enfant pour parler davantage des enfants peut-être que de ceux qui en prennent soin, même si bien évidemment ils sont au cœur de nos travaux et de nos réflexions. Assises de la pédiatrie et de la santé de l'enfant qui ont été annoncées par le ministre de la Santé et de la Prévention François Braun le 29 novembre dernier. L'objectif de ces assises, c'est d'abord de dépasser le constat. On n'en est plus au stade du constat. Ce constat, ça fait 10, 15, 20 ans que nous le faisons, tous, que nous le partageons. Et donc véritablement l'objectif de ces assises, c'est de passer aux mesures concrètes, à ce plan d'action pluriannuel de refondation de la santé de l'enfant. Les assises, ça ne sera pas un colloque de 2 jours où on va se dire à quel point ça va mal. Ça ne sera pas l'occasion de faire tribune. Ça sera l'occasion véritablement de proposer un plan de refondation de notre système de santé. Avec quelques principes directeurs que je vous partage. Quand on parle d'enfants, il a été décidé de parler d'enfants de 0 à 18 ans. C'était une question qui n'est pas neutre, notamment en santé mentale, avec une attention particulière qui doit être portée à ces fameuses périodes de transition où en France, qui sont souvent synonymes de rupture dans les prises en charge pour les personnes. Entre 18 ans et l'âge adulte, mais il y a d'autres périodes de transition au cours du parcours de soins de l'enfant plus jeune. Santé, évidemment santé globale, au sens de l'OMS, physique, mentale, sociale, culturelle, environnementale, bref, dans l'ensemble de ces composantes. Une approche par parcours de santé, par besoin des enfants et de leurs parents. On s'évertue à partir de l'enfant, à partir de ses besoins, et non pas des compétences des uns ou des autres, ou des spécialités des uns et des autres, mais bien des besoins de l'enfant. Et essayer de faire de l'enfant et de ses parents des acteurs de santé. Enfin, je vous le disais, des propositions de mesures concrètes, et puis on aura une temporalité, comme souvent dans ces grands plans et ces grandes stratégies, des temporalités de court et de moyen terme dans les mesures. Il y a des choses qui pourraient être adoptées immédiatement. D'ailleurs, le timing est tel qu'il est pour pouvoir, dans le cadre du prochain PLFSS, embarquer un certain nombre de mesures qui pourraient l'être. Donc il y aura une mise en œuvre immédiate, et puis des choses qui, par construction, par nature, je pense notamment à la refonte des diplômes, des carrières, le régime d'autorisation qui prennent un peu plus de temps, seront à plus moyen terme, probablement. La méthode, c'est celle de la concertation voulue par le ministre, la plus large possible. La plus large possible auprès de l'ensemble des professionnels de santé et au-delà, pas que des professionnels de santé, de toutes les personnes qui ont trait de près ou de loin à la santé de l'enfant, et puis bien évidemment aussi de toutes les autres parties prenantes dont font partie notamment, pas que, les élus et les élus locaux. Le timing, la présidente l'évoquait, ces assises auront lieu avant l'été, et ça sera l'occasion pour le ministre d'annoncer sa feuille de route. Partir des besoins de l'enfant. Partant de là, nous avons déterminé 6 axes de travail que je vais vous présenter, qui sont animés, chacun de ces axes sont animés par 18 copilotes, qui sont des professionnels de santé et des paramédicaux. Et nous sommes donc 2 coprésidents à animer l'ensemble de ces travaux au sein d'un comité d'orientation. Donc Christelle Gras-Le Guen, qui est donc avec nous
en distanciel, et qui s'excuse de son absence, qui est chef du service de pédiatrie générale et des urgences pédiatriques du CHU de Nantes, et qui est par ailleurs président de la Société française de pédiatrie. Voilà, et c'est notamment toute l'équipe avec Nathalie Vabre, Martine Balançon, qui travaille beaucoup, très impliqués et pionniers sur les UAPED, ces unités d'accueil pédiatrique de l'enfance en danger, et puis par moi-même, que vous connaissez, nous avons eu l'occasion de travailler ensemble. Donc en partant des besoins de l'enfant, nous avons déterminé 6 axes de travail. Pour être totalement rigoureux et honnête, c'est surtout les 4 premiers. Premier, c'est garantir à tous les enfants un parcours de santé de qualité et sans rupture. Le deuxième vise à améliorer le parcours en santé des enfants les plus fragiles. Je vais revenir rapidement sur chacun d'entre eux. Question de la santé mentale qu'évoquait la présidente. La question de la prévention, évidemment, important. Et puis enfin, les 2 derniers axes qui sont transversaux évidemment à tous les autres. La question de la formation professionnelle et des carrières. Sujet important évidemment, et enfin tout ce qui a trait à la recherche et aux pratiques innovantes. Voilà pour ces 6 axes que je vous détaille là aussi très rapidement. L'axe 1, c'est la question du droit commun. Donc, comment on s'assure que 95% des enfants en bonne santé dans ce pays ont de leur naissance, voire un petit peu avant, conférer les 1000 jours, jusqu'à leurs 18 ans, un parcours de santé qui soit de qualité. Il l'est, nous sommes en France, nous devons quand même être satisfaits d'être dans le pays dans lequel nous sommes, mais qui peut être probablement de plus grande qualité encore qu'aujourd'hui, et sans rupture. Là, un mal très français que l'on connaît bien. Et donc, c'est toute la question derrière, évidemment, de la naissance, c'est la question de la médecine scolaire, c'est la question des PMI, c'est la question des professionnels de santé générale, pédiatrie générale et des spécialités. Voilà, c'est tous ces sujets-là qui, à l'occasion de cet axe de comment on recrée un parcours de santé de qualité sans rupture pour l'ensemble des enfants de ce territoire, toutes ces questions-là qu'il faudra aborder. Voilà. Et donc des questions qui vous sont peut-être un peu plus chères encore que d'autres, protection maternelle et infantile, notamment médecine scolaire, qui a fait l'objet de débats en cette maison il n'y a pas si longtemps que ça. Et il y a un rapport, souvenez-vous, sorti des discussions sur la loi 4DS, 3DS, 4DS. 3, c'était 3 finalement, je ne sais plus, pardon. D'accord, on était revenu à 3, pardon. Il n'y voyait aucune malignité. Sur la question de la médecine scolaire, un rapport avait été... il y a une mission en cours de l'inspection générale de l'éducation nationale et des affaires sociales sur ce sujet-là, et qui sera bien évidemment intégré à toutes nos réflexions. Le rôle de Christelle et de moi-même est évidemment d'aussi coordonner tous les travaux qui ont cours en ce moment sur les différents sujets que nous évoquons. Voilà, vous avez à chaque fois les pilotes. Vous voyez qu'il y a à la fois des PUPH, des libéraux, infirmiers puériculteurs qui sont bien représentés, notamment grâce à Charlerie, des médecins généraux, des personnes qui exercent en PMI, d'autres à l'hôpital. Enfin voilà, on n'a pas pu représenter tout le monde. Ce n'était pas la vocation de ces actes, et puis il n'aurait pas été possible de représenter tout le monde, puisqu'il y a quand même beaucoup de monde. Mais c'est la méthode, et j'y reviendrai, c'est bien de concerter tout le monde, d'écouter tout le monde, et que tout le monde prenne part à ces assises, et c'est la dynamique qui est en cours. Le deuxième axe porte sur les enfants, que j'ai appelé les enfants fragiles, ou les enfants à besoins spécifiques, au sens large, plus large que seulement le handicap. Ça concerne tout d'abord les enfants qui souffrent de maladies chroniques, rares ou complexes, évidemment. Deuxième enfants concernés, ce sont les enfants à besoins spécifiques, c'est-à-dire les enfants en situation de handicap. Alors oui, c'est tout ce qui a trait aux soins des enfants de handicap, au repérage, notamment on pense aux troubles neurodéveloppementaux, mais pas que. Et moi, j'attache une attention toute particulière à l'accès aux soins les plus élémentaires des enfants en situation de handicap. C'est un peu un angle mort, un oubli. Voilà, comment un gamin avec un trouble du spectre de l'autisme, par exemple, qui a du mal à même qu'on s'approche de lui trop près parce qu'il y a un problème de proximité physique, quand il doit aller la première fois chez le dentiste, comment ça se passe ? Généralement, ça se passe mal. Voilà. Une jeune femme avec une déficience mentale ou paraplégique qui doit avoir sa première consultation de gynécologie, parce que là, comment ça se passe ? Généralement, ça se passe pas très bien non plus. Voilà. Donc, il y a un vrai sujet de l'accès aux soins les plus primaires, élémentaires, des enfants en situation de handicap, avec des problèmes, des aspects liés à la formation, notamment des professionnels de santé. Troisième objectif, c'est la lutte contre la précarité en santé,
Beaucoup trop d'enfants dans notre pays qui sont en situation de pauvreté, vous connaissez les chiffres. On sait que ce sont des facteurs aggravants d'un certain nombre de composantes en santé, merci. Et donc cet aspect-là doit être aussi évidemment traité. Quatrième objectif que j'ai souhaité qu'il figure comme un objectif en tant que tel, parce que ça aussi c'est souvent, on l'a bien vu dans les projets de loi, souvent l'article un peu à la fin du projet de loi, souvent des choses qu'on omet, c'est la question des outre-mer. Voilà. Il y a un certain nombre de particularités, de prévalences dans les Outre-mer qu'on n'a pas en territoire métropolitain et qu'il va falloir là aussi tenter de régler, d'affronter aussi, sans tabou. Parce qu'il y a 2-3 tabous, je pense qu'il va falloir briser sur les questions liées à la santé des enfants, santé sexuelle ou autre. Sachez que j'ai sollicité la délégation du Sénat et de l'Assemblée nationale aux Outre-mer pour procéder au même exercice auquel je me prête et pour que la délégation et ses membres puissent contribuer à la réflexion et aux propositions. Et je suis en attente de réponse de la part de la délégation. Je passe un petit message en passant. 5e objectif, voilà, absolument, j'ai écrit à Stéphane. Les enfants de l'aide sociale à l'enfance. Vous connaissez bien le sujet là aussi. Il s'avère que ces enfants qui sont pourtant sous nos yeux et sous notre protection sont en moins bonne santé, et même quand ils sortent de leur parcours en protection de l'enfance. C'est ça qui est incroyable. Ils sont en moins bonne santé que les autres gamins de leur âge. Voilà. Donc comment faire en sorte d'améliorer la santé des enfants protégés. Et puis enfin, dernier objectif, le dépistage, les enfants victimes de violences. Comment continuer le travail qu'on a initié ensemble les années passées pour mieux repérer, pour mieux prendre en soin, mieux prendre en charge, mieux soigner l'ensemble des enfants victimes de violences sexuelles, mais pas que. Il y a des choses qui sont faites, il y a des choses qui ont été mises en place, mais il y a encore des choses à intensifier. Voilà, donc un certain nombre de sujets où là aussi, vous avez une affinité peut-être un peu plus particulière encore que sur le reste. Je pense évidemment à l'aide sociale à l'enfance, je pense évidemment aux enfants en situation de handicap, je pense à l'outre-mer pour les élus ultramarins. Troisième axe, la santé mentale. Là aussi, avec des pilotes, je suis passé rapidement sur les pilotes précédents, mais vous avez pu voir vous-même. Voilà, avec la présence de Guillaume Bronsard là, sur la santé mentale, qui est là en tant que PUPH, mais surtout en tant que président de la Maison des adolescents, puisqu'il y a évidemment tout le sujet de la prévention en santé mentale aussi. Il y a eu des assises de la santé mentale, souvenez-vous, en novembre 2021, conclues par le président de la République, où un certain nombre d'annonces ont été faites, notamment sur la pédopsychiatrie. C'est évertué à mon ministère de faire un certain nombre de choses, mais il y a encore beaucoup à faire, évidemment, et c'est pour ça qu'on a voulu qu'il y ait un axe qui soit dédié à la santé mentale, sujet de préoccupation majeure et croissant encore dans notre pays s'agissant des jeunes, avec à la fois donc l'amont, la prévention, mais aussi tout ce qui avale, et l'articulation entre pédopsychiatrie et pédiatrie, où il y a vraiment des binômes à créer, enfin une approche conjointe à probablement améliorer et mieux articuler. 4e axe, la question de la prévention. Vous avez un médecin de PMI, Corinne Bois, qui est dans l'Essonne, et puis Loïc de Pontual, qui est à Jean Verdier à Bondy. Et avec là, on va retrouver, elles ne sont pas citées là, enfin elles sont citées à la fin, mais toutes les grandes politiques de prévention en santé publique que vous connaissez, les addictions, un sujet sur la santé physique. Puisqu'on a sur manger bouger, on a beaucoup parlé de manger ces dernières années, mais le côté bouger, probablement des choses à faire. Et puis on voit par ailleurs que les chiffres d'obésité de l'enfance évoluent mal dans notre pays. La question des addictions aux écrans, évidemment, un sujet qui tient, je crois, à cœur au ministre, qui est la question, et qui est pas totalement dénué de lien avec celui que je viens de citer, qui est la question du sommeil des enfants, voilà, qui est un vrai sujet de santé publique. Voilà, et puis avec une dimension d'empowerment, je ne sais pas quel est le terme français, mais c'est aussi derrière ces sujets de prévention, c'est comment on fait des enfants des acteurs de leur propre santé et comment on fait des parents des acteurs de la santé de leur enfant. Voilà, c'est aussi un élément de réflexion que les pilotes prennent en compte. Axe 5, la question de la formation et des carrières. Donc là, des grands chantiers. Délégation de compétences, les maquettes universitaires, les pratiques avancées, bon, bref, toutes ces tendances qu'on commence à voir depuis quelques années sont évidemment sur la table. Voilà, le rôle du médecin général, le rôle de la gradation des soins, du médecin généraliste, bon, beaucoup de sujets
importants et qui sont un peu au cœur, évidemment, des 4 autres axes que vous avez vus précédemment. Et puis le dernier axe, la question de la recherche. Assez peu de recherche en pédiatrie. Comment on fait pour améliorer ça, pour stimuler ça. Et puis une réflexion également sur les pratiques innovantes. Voilà, pour sortir peut-être à l'âge du numérique de la relation un peu duale et exclusive entre le médecin et son patient. Peut-être d'autres pratiques que l'on peut imaginer. Voilà. Et avec notamment Martin Chalumeau de Necker, enfants malades, que vous évoquiez tout à l'heure. Voilà pour ces 6 axes, leur contenu, leur pilote. Alors comment on participe aux assises? Ces pilotes que vous avez vus, leur rôle sur chacun de leurs axes, c'est de concerter le plus largement possible. Par le biais d'auditions, de tables rondes, de déplacements, ils sont assez libres dans leur façon de faire. Dans l'identification de pratiques innovantes. C'est d'ailleurs quelque chose sur lequel on pourra revenir, parce que c'est peut-être des choses que vous pouvez nous faire remonter de vos territoires en particulier. On a ouvert la possibilité de faire des contributions écrites, qui sont ouvertes à tout le monde, à la fois aux sociétés savantes, aux associations, aux individus, aux parlementaires à titre individuel s'ils le souhaitent. Donc vous pouvez retrouver le lien sur le site du ministère ou sur le site de la Société française de pédiatrie. Et puis, il y a une adresse mail aussi auquel on peut envoyer les contributions. Sachez qu'aujourd'hui, sur cet espace que nous avons créé pour les contributions écrites, nous en sommes à près de 600 contributions. Voilà, sur l'ensemble de ces axes. Donc, il y a vraiment une volonté très collective et collaborative. Sachez, pour être totalement complet, qu'il m'a été aussi, évidemment, sans grande surprise, j'ai eu très à cœur de prendre en compte la parole de l'enfant lui-même, parce que c'est quand même de lui dont on parle. Et donc nous sommes en train de lancer une consultation auprès des enfants, non pas sur l'ensemble des sujets des assises, mais sur un sujet de prévention et qui sera très probablement celui de l'activité physique, justement, et de la santé physique. On va d'une part faire travailler le Conseil de l'enfance du HCFEA et par ailleurs en s'appuyant sur la méthodologie qu'a développé le Défenseur des enfants depuis 2019 pour son rapport annuel, en s'appuyant sur un certain nombre de têtes de réseau, faire travailler là aussi des enfants en protection de l'enfance, des conseils municipaux des jeunes, de l'éducation populaire, enfin voilà, de différents profils sur ce sujet-là. Sachez par ailleurs que nous consultons les parents. Nous avons lancé une grande enquête avec l'UNAF. C'est ce qu'on avait fait déjà avec eux dans le cadre de la conférence des familles sur la question de l'articulation entre vie pro et vie perso, avec une phase à la fois qualitative, où on fait des tables rondes avec des parents, et puis quantitative, ils vont interroger à travers tous les UDAF les familles françaises pour savoir quelle est la perception qu'ont les familles françaises de la santé de leur enfant et de la façon dont celle-ci est prise en charge par les pouvoirs publics. Voilà, et sachez enfin qu'il y a un comité des parties prenantes aussi qui se réunit toutes les 6 à 8 semaines, très très large, pour que nous puissions partager avec toutes les personnes concernées l'état d'avancement des travaux. Le planning, contribution aux assises de janvier, en gros à mi-mars, fin mars 2023. Avril-mai, ça sera le temps de la mise en cohérence de tout cela et de l'écriture du plan. Et puis, assises de la santé de l'enfant et donc les annonces de ce plan d'action par le ministre. Entre mi-mai et mi-juin, une fenêtre large avec une date qui n'est pas encore déterminée, mais qui se situera avant l'été, puisque ça a été la promesse du ministre. Sachez, pour être vraiment totalement complet, que j'ai donc sollicité une audition devant votre commission, de la même façon devant la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Les délégations outre-mer, je l'ai dit, et bien évidemment l'Assemblée des départements de France. J'ai échangé avec François Sauvadet, Frédéric Bierry et Florence Dabin pour la partie enfance. Et donc j'ai proposé là aussi d'aller présenter la méthode devant l'Assemblée des départements de France, avec l'Assemblée des départements de France sur ces différents sujets. Et puis il y a le handicap aussi, bien sûr, et sur tout ce que l'Assemblée souhaite, puisse contribuer de façon écrite ou orale aux assises. Et de la même façon, contact est pris avec l'Association des régions de France, l'Association des maires de France, et bonjour Madame la sénatrice, et puis avec l'Association des maires ruraux de France aussi, avec qui je dois également prendre contact. Voilà un peu pour les institutionnels. Une présentation et une contribution est attendue également de la part du CNCPH, Conseil national consultatif des personnes handicapées. Le HCFEA a également été sollicité. Voilà un peu pour toutes les sollicitations institutionnelles. Et donc la question, Madame la Présidente, donc vous voyez, nous en sommes encore, c'est très méthode, ce que je suis venu vous présenter. Les travaux sont en cours, donc je suis
à votre disposition. Nous sommes avec Christelle à votre disposition pour répondre à vos questions, bien entendu. Mais vous comprendrez bien que sur des questions, si vous nous posez des questions de fond, j'aurais tendance à vous répondre que c'est des sujets qui sont en cours de travaux. Mais toute la question en sortie aussi de cette audition est de voir comment, dans les semaines à venir, vous souhaitez ou pas, et sous une forme qui vous appartient, à titre individuel, évidemment, ou en tant que commission, prendre part à ces assises. Et moi, je suis tout à fait ouvert à ce que nous nous revoyions d'une forme ou d'une autre dans les semaines à venir, si vous le souhaitez. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En effet, avant de passer la parole à Madame le professeur, pour compléter ce qui a été dit, notamment sur le handicap, la commission des affaires sociales a lancé une mission sur les troubles du neurodéveloppement, mission qui sera pilotée par Jocelyne Guidez, Laurent Burgoa et Corinne. Et puis nous avons créé un groupe d'études handicap à la demande du président Larcher, qui est présidé par Philippe Mouillet. Moi, j'avais une première question qui était l'articulation avec les ministères. Bon, c'est François Braun qui a lancé les assises de la pédiatrie. Je suppose que vous travaillez aussi avec Charlotte Cobel sur l'enfance. Comment ça se passe, ce point-là? Mais peut-être avant que vous répondiez, on va passer la parole à Madame le professeur qui va nous compléter ce qu'a dit Adrien Taquet. Peut-être nous expliquer aussi ce qui se passait à Nantes avec le projet Bronchiolib et tout ça. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et merci de cette opportunité de pouvoir échanger avec vous sur un sujet qui nous tient vraiment à cœur, qui est la santé de l'enfant et qui a été vraiment malmené, vous l'avez entendu, sur la fin d'année 2022 et pour lequel on souhaiterait vraiment que des mesures soient possibles dès les prochains mois pour éviter de revivre ça en fin 2023, d'une part. Mais comme vous l'a très bien expliqué Adrien Taquet, ça n'est que la partie visible du problème et que la santé de l'enfant ne se résume pas à l'embouteillage aux urgences pédiatriques en fin d'année, mais bien à un problème beaucoup plus vaste en amont et en aval de cette période et qui nécessite qu'on s'y attelle de manière collective. Et donc, c'était un des objectifs de notre groupe que de pouvoir rassembler le plus de personnes concernées par la santé de l'enfant, de manière à avoir une vue qui soit vraiment très générale de leurs différents parcours de soins et pouvoir porter ensemble, à l'échelle nationale, des mesures qui ne seraient pas uniquement ciblées sur une étape de leur parcours de soins, mais bien l'ensemble des parcours de soins. Donc, pour cela, il y a beaucoup d'idées qui existent déjà. Il y a déjà des innovations, il y a déjà des initiatives dans beaucoup d'endroits en France qui fonctionnent. Et donc, l'objectif de notre travail avec Adrien Taquet, c'est vraiment de pouvoir coordonner toutes ces bonnes idées, toutes ces initiatives, tout ce qu'on connaît déjà. Vous avez mentionné un certain nombre de travaux qui sont en cours, mais il y en a déjà qui ont abouti dernièrement, qui sont des mines d'or en termes d'informations et de bonnes idées. Et donc, on ne va pas repartir de zéro, bien évidemment, mais pouvoir s'appuyer sur tout ce qui existe, tout ce que vous connaissez, tout ce qui est susceptible d'être mis en avant comme des solutions pour le court et aussi le plus long terme, puisque nous sommes ambitieux, hein, vous l'avez entendu. Non seulement on s'intéresse à l'ensemble du parcours de soins, mais on se projette aussi dans le système de santé de l'enfant pour les 5 ou 10 prochaines années. Donc, à ce titre, on a besoin de réformes de fond sur des parcours qui sont vastes. Et donc, on a besoin de toutes les bonnes volontés, de toutes les bonnes idées et de pouvoir partager avec vous sur les prochaines semaines, puisque le calendrier, vous l'avez entendu, est contraint et qu'il va falloir pouvoir se mettre en lien dans les prochaines semaines sur les propositions et les contributions afin de pouvoir avancer rapidement sur les perspectives et les propositions concrètes. Très bien. Adrien?
Oui, je peux vous répondre effectivement. Vous avez eu raison de me poser la question qui était pertinente sur la question de l'articulation avec les ministères. Comme souvent dans des sujets qui ont trait à l'enfance, c'est intrinsèquement interministériel. Et là, il en est de même. Donc évidemment piloté par François Braun, mais nous travaillons et les membres des différents cabinets font partie du comité d'orientation. Nous travaillons du comité des parties prenantes. Nous travaillons avec Jean-Christophe Combe, pardon, excusez-moi, pour les sujets de précarité en santé, parce qu'il y a des réflexions en cours sur la question du handicap, absolument, et ainsi qu'avec Geneviève Dariussec, avec Papendiaï, pour la question de la médecine scolaire, avec Sylvie Retailleau, tout ce qui a trait aux formations, aux carrières, c'est le ministère aussi de l'enseignement supérieur, avec l'outre-mer très probablement, à qui je n'ai pas encore pris contact, mais vous avez compris que c'était un des sujets que je voulais qu'il soit abordé au sein de ces assises. Donc oui, nous travaillons bien, et avec Charlotte Cobel, évidemment, vous avez commencé par elle à juste titre, pour ces assises. Donc nous travaillons, et c'est le rôle beaucoup de Christelle et de moi-même est d'assurer la bonne fluidité, la coordination, la coopération de l'ensemble des personnes impliquées. Et ça vaut pour les ministres et les ministères. Corinne Imbert, des questions? Bernard Bonne, Raymond Poncet-Monge. Merci Madame la Présidente, merci à tous les deux pour en tout cas la présentation de la méthode qui me paraît effectivement très claire et très collégiale. Peut-être une première question, puisque vous savez évidemment qu'il y a eu un rapport de l'IGAS avec 21 propositions qui ont été faites, 21 recommandations dirons-nous. Certaines auraient pu être mises en œuvre déjà l'année dernière. Donc quelle plus-value ces assises apporteront-elles au regard des propositions déjà formulées? Puisqu'elles sont déjà formulées, quelle est votre analyse de ces recommandations? Le projet Bronchiolib que la présidente a évoqué juste à l'instant, qui a été mis en place à Nantes en 2019. Madame la professeure, pouvez-vous nous dresser un bilan de ce projet et le bilan pouvant évidemment être mis à l'actif de ce projet? A-t-il été reconduit cet hiver ou bien produit-il encore des effets? Votre service a-t-il pu davantage résister à l'épisode épidémique de cet hiver que dans d'autres territoires? Bien évidemment, et vous l'avez dit tout à l'heure, cette vision, elle est globale, elle ne concerne pas que la médecine générale, mais beaucoup de secteurs sont en difficulté, que ce soit en ville, à l'hôpital, la PMI, la médecine scolaire. Souvent, soit pour un problème d'attractivité, les conseils départementaux régulièrement nous disent qu'ils ont des difficultés, par exemple, à recruter des médecins pour la PMI. Êtes-vous assuré de pouvoir envisager des mesures qui seront suivies par des efforts budgétaires? Avez-vous des engagements du gouvernement sur ce point? À un moment donné, on vous a dit, ben voilà, c'est quartier libre et ça coûtera ce que ça coûtera, pour parler simplement, ou au contraire, eh bien, prenons des mesures déjà qui marchent, généralisons-les, avec évidemment une maîtrise des dépenses que nous pouvons entendre. Et évidemment, nous sommes toujours tous attachés, très attentifs au territoire. Quel impact, d'ores et déjà, peut-on envisager pour les conseils départementaux? Côté prévention, quel bilan faites-vous des vaccinations obligatoires de l'enfant qui ont été étendues depuis 2018? Est-ce que vous avez déjà apporté un regard là-dessus? Et puis, vous avez évoqué les Outre-mer. Nous ne doutons pas que vous auriez un regard attentif aux Outre-mer. Une délégation de la Commission s'est rendue l'année dernière à Mayotte et a pu par exemple constater que toute la chirurgie infantile repose sur des transferts vers la Réunion. Voilà. Est-ce que ce sujet-là aura par exemple une attention très, très pertinente lors de vos travaux? Je vous remercie. Raymond Poncet-Monge. Oui, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre pour cette présentation des méthodes de cette assise. Vous avez à un moment donné, moi j'ai vraiment une question au tac au tac. Vous avez à un moment donné évoqué la santé physique de l'enfant. Vous avez dit manger, bouger et très vite, et sommeil et dormir. Hein. Et je me demandais, dans le cadre y compris de transversal, de vos liens avec interministériels, si vous pensiez quand même documenter, voire refaire des recherches d'évaluation sur
sur l'articulation entre le temps et le rythme scolaire. Bon, il y a des travaux de chronobiologie, mais quand même, il y a des travaux, mais quelque part, c'est un sujet qui revient régulièrement. Donc du temps et du rythme scolaire, sur le rythme de vie de l'enfant, sur l'impact sur son sommeil et sur son rythme de sommeil, quoi. Est-ce que c'est un chantier que vous allez rouvrir, parce qu'il est quand même absolument déterminant, je pense, pour beaucoup de sujets, mais surtout pour le dormir que vous avez évoqué. Narbonne. Merci Madame la Présidente. Oui, moi je vais m'axer un peu plus sur la protection de l'enfance, bien sûr, mais parler d'abord des 1000 premiers jours là, qui avaient été mis en place. Et dans ces 1000 premiers jours, on devait renforcer les moyens de la PMI. Et je voulais savoir, à votre départ du gouvernement, Monsieur le Ministre, est-ce que vous savez où on en est justement de ces renforts au niveau des services de PMI qui semblent encore relativement défaillants? Est-ce que vous pensez que vos successeurs poussent un peu justement à ces renforts de la PMI dans les départements? La deuxième question, c'est parmi les grands axes de ces assises figure l'objectif d'améliorer la santé des enfants protégés tout au long de leur parcours en protection. Et on avait, depuis la loi de 2016, on avait des bilans de santé qui étaient obligatoires. Est-ce que on n'avait pas pu évaluer l'effectivité de ces bilans obligatoires lors de l'examen de la loi sur la protection de l'enfance? Est-ce que vous savez où on en est aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont vraiment obligatoires? Est-ce qu'ils sont vraiment mis en place dans chaque département? Et quels sont les obstacles justement qui empêchent que ces bilans soient réellement faits? Et puis plus globalement, comment on pourrait améliorer la coordination du parcours de soins des enfants protégés? Et est-ce que vous étudiez la piste d'une généralisation de l'expérimentation santé protégée qui permet, grâce à une rémunération forfaitaire, d'identifier des médecins qui acceptent de structurer les parcours de soins des enfants? Merci, Monsieur le Ministre. Très bien. Vous voulez répondre? On continue. Oui. Il y a déjà beaucoup de questions. Christelle, peut-être, je réponds sur quelques-unes et puis je vous laisse sur d'autres de façon totalement arbitraire et autoritaire. Madame la sénatrice Imbert, Corinne Imbert, et ça sera complété, je pense, également par Christelle Gralle-Wen. Sur le rapport IGAS, évidemment, c'est un des nombreux travaux, car ce n'est pas le seul qui alimente la réflexion. L'idée n'est pas de repartir de zéro et de tout refaire, parce que c'est un rapport qui a suscité pas mal de débats aussi à l'époque, hein. Il faut s'en souvenir, mais où effectivement qui a posé un état des lieux et formulé un certain nombre de propositions qui sont versées, pour celles qui ne sont pas encore mises en œuvre, à la réflexion, aux travaux. Qu'est-ce que les assises apportent? Le périmètre est bien plus large que la mission qui avait été confiée à l'époque à l'IGAS. Vous l'avez vu dans les différents axes de travail que je vous ai présentés. La santé mentale, les populations spécifiques, voilà. Donc il y a une ambition plus large encore, non pas que celle de l'IGAS était limitée, mais par rapport à ce rapport. Le ministre ne nous a pas. Le ministre affiche une grande ambition, et je dis pas ça par langue de bois sur ce sujet-là. Et pour être totalement sincère, si j'ai accepté la proposition qui m'a faite de présider avec Christelle Gralle-Wen ce comité d'orientation alors que j'avais prévu d'autres choses dans ma vie, c'est parce que j'ai senti qu'il y avait une ambition réelle non pas d'adopter quelques mesures paramétriques, comme on dit en ce moment, mais bien systémiques, et d'essayer vraiment de refondre l'ensemble du système. Donc pas non plus ce n'est pas open bar, mais pas du tout de censure ou de contraintes d'ordre budgétaire à ce stade. Et c'est d'ailleurs le discours que l'on tient aujourd'hui à nos pilotes. Au stade où nous en sommes des travaux et de la réflexion, je ne veux pas que l'on commence à s'auto-censurer ou à se dire que les choses ne seront pas possibles, etc. Voilà. Moi, on rentre en mêlée avec des idées, non pas avec des contraintes ou avec des problématiques budgétaires, avec des idées, et puis après, vous savez bien comment se bâtissent des politiques publiques, on chemine. Les administrations sont assez tôt dans les discussions, non pas là non plus pour contraindre ou censurer, mais pour justement commencer à travailler les scénarios et qu'on puisse gagner du temps sur la suite.
que les choses ne se fassent pas dans l'urgence quelques jours avant les assises et que les arbitrages ne soient pas coup près. Donc voilà, c'est la méthode que l'on utilise. Et vous avez évoqué effectivement, et merci de l'avoir fait, les mesures qui marchent, les initiatives locales qui pourraient, voilà, sur lesquelles on peut. Et on a beaucoup insisté, on va le faire encore avec Christelle auprès des pilotes, et je me permets de vous le redire parce que vous êtes les mieux placés pour le faire. Nous sommes très demandeurs d'identifier, parce que c'est souvent un mal français, que d'avoir du mal à identifier ce qui marche au niveau territorial, de l'évaluer et puis de le généraliser. Donc, on va voir comment vous prenez part à cette réflexion dans les semaines à venir, mais je sais qu'il y a des initiatives intéressantes, innovantes dans vos territoires, et nous sommes très preneurs que vous puissiez les partager avec nous pour qu'elles inspirent les propositions que l'on pourra faire. Sur la question de la vaccination, je n'ai pas... N'étant plus au ministère, je n'ai pas le bilan sur les vaccinations obligatoires. On pourra, enfin de toute façon, c'est des choses qui sont bien évidemment réfléchies, d'autant plus que je crois comprendre qu'il y a des velléités, mais Christelle reviendra peut-être dessus, de peut-être aller plus loin encore sur la question des vaccinations. Il y a eu un bon chemin de fait avec Agnès Buzyn. Je crois qu'il y a encore des perspectives pour les années à venir. Donc c'est des choses qui sont en tout cas discutées. Je demanderai au ministère de vous, s'il existe un bilan sur les vaccinations obligatoires passées, de vous pouvoir vous les transmettre. Enfin, sur la question de la chirurgie infantile à Mayotte et les transferts, ça sera un des sujets, je pense, qui sera évoqué par les professionnels de santé, et j'imagine les élus, mais notamment les professionnels de santé, que les pilotes du groupe ont prévu d'auditionner. Ils ne l'ont pas encore fait, mais il y a eu d'identification d'un certain nombre de professionnels de santé, de personnels d'administration aussi type ARS, et puis d'élus locaux qui ont été identifiés dans chacun des territoires. Chaque territoire ayant aussi des spécificités, des particularités. Mayotte n'est pas le dernier à avoir un certain nombre de problématiques à relever sur l'enfance, hein, vous le savez bien. Mais je ne doute pas que ça sera un sujet qui sera évoqué. Je ne sais pas si nous arriverons à y apporter une réponse définitive, mais enfin, en tout cas, je ne doute pas que ça sera évoqué. Madame la sénatrice, j'enchaîne Christelle et après je vous rends la parole si ça vous convient. Madame la sénatrice Poncet-Monge, écoutez, sur la question du rythme scolaire, bon, deux choses. Vous avez raison, je pense, sur votre analyse et votre constat. C'est-à-dire que cette question-là a un impact sur beaucoup des autres sujets qui ont été évoqués. Vous avez vu que la façon dont nous avons eu d'appréhender ces assises est déjà assez ambitieux et très large. Voilà. Je le dis, c'est à la fois bien et c'est un risque aussi. Il y a un risque, de ne pas être au rendez-vous des attentes que l'on a suscitées, et puis deux, de se noyer dans des problématiques qui sont conséquentes, nombreuses, diverses. Donc nous allons nous atteler à essayer de répondre à toutes les problématiques que nous avons soulevées. Je ne sais pas si à ce stade nous pourrons en plus refondre les rythmes scolaires, mais je ne doute pas, et pour être honnête, c'est un sujet qui a déjà émergé dans les discussions de façon très incidente, mais c'est un sujet qui a été évoqué dans des discussions qu'il y a eu entre nous. Voilà. Et quand nous aurons l'occasion de voir Pape Ndiaye, nous en parlerons avec lui. Mais je ne vais pas m'engager pour le ministre, ça serait bien malvenu. Et puis deux, il faut aussi, voilà, peut-être cadencer les choses dans le temps. C'est des gros sujets qui peut-être nécessitent d'être évalués avant. Enfin, voilà, c'est des sujets que je ne maîtrise pas non plus suffisamment pour être totalement définitif ici. Voilà. Et enfin, Monsieur Beaune, sur les 1000 premiers jours. Alors les 1000 premiers jours n'apparaissent pas en tant que tels, mais sont évidemment, et vous pouvez imaginer que j'insiste lourdement dès que j'en ai l'occasion pour que les 1000 premiers jours fassent bien l'objet de réflexion, de préconisation, un peu l'étape 2. Hein. Il y a eu beaucoup de choses initiées ces derniers temps. Là, c'est quoi un peu, indépendamment des assises, c'est quoi l'étape 2 des 1000 premiers jours? Donc il y a toute une équipe projet qu'on avait mise en place, très transversale, très interministérielle, interadministration, vraiment en mode projet, que j'ai trouvé très efficace, qui perdure, qui continue à travailler, qui est sous la responsabilité à la fois du ministre de la Santé, mais aussi du ministre des Solidarités, qui a la tutelle sur la famille et l'enfance. C'est partagé entre deux. Sur la question plus particulièrement des PMI, c'était aussi dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance que les PMI devaient recevoir des moyens. Je l'ai évoqué, il y a eu des délégations de compétences qui ont été très vite inscrites au PLFSS de mémoire 2019 pour dégager du temps médical. Il y a eu dans la loi de 2022, si je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est dans celle-ci,
la tarification et du remboursement d'un certain acte que faisaient les PMI en lieu et place des médecines scolaires, parce que dans certains départements, c'était la PMI qui assurait la médecine scolaire, mais il n'y avait aucune rémunération pour cela et ça a été systématisé. Je crois que c'est dans la loi de 2022, si je ne m'abuse. Et puis, dans le cadre de la contractualisation entre l'État et les départements sur cette stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance, souvenez-vous, un des critères pour que les départements puissent contractualiser était qu'ils investissent et qu'ils réinvestissent dans leur PMI. Et l'État a remis, à travers cette contractualisation, lors de ces 3 dernières années, les 100 millions d'euros que les PMI avaient perdus les 10 années précédentes. Donc, normalement, comme tout bon contrat, il a été négocié, signé. L'argent, j'ose espérer, est arrivé dans les territoires. Et normalement, les départements ont les moyens, et je vois passer un certain nombre de choses, pour doter plus de moyens. Après, il y a un vrai problème de recrutement des médecins, mais là, on repart sur les sujets, mais qu'on va affronter là, d'attractivité des médecins de PMI, comme on l'a sur la médecine scolaire, hein, de la même façon. Bon, voilà. Donc là, il y a beaucoup de réflexions en cours sur comment rendre plus attractifs ces métiers, est-ce qu'on fait de la pratique partagée. Enfin bon, il y a un certain nombre de choses qui sont sur la table, qui sont en train d'être expertisées, et dans lesquelles les départements devront être associés. Enfin, s'agissant en tout cas des médecins, de la médecine de PMI, évidemment. Voilà, sur les bilans de santé obligatoires. Oui, alors sur l'aide sociale à l'enfance, vous avez raison, c'est une obligation légale depuis 2016. Et alors, je ne sais plus si on l'avait évalué très précisément à l'occasion du projet de loi que nous avons partagé, mais il y avait des études qui ont déjà été faites. Je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais en gros, ces bilans de santé obligatoires en entrée et de façon régulière ne sont pas systématiques, et c'est loin de l'être. Et je ne sais même pas si la moitié des enfants en bénéficient. Donc c'est un sujet sur lequel, il est vrai, nous ne nous étions pas particulièrement concentrés à l'occasion du projet de loi. Je ne suis pas sûr que ce soit la loi qui réponde d'ailleurs à cette problématique-là. Et pour preuve, hein, on a eu beau l'inscrire dans la loi en 2016, c'est pas ça qui a fait que dans les faits, sur le terrain, les enfants bénéficient de ces... Donc c'est l'occasion là, typiquement, de mieux adresser ce problème et d'essayer d'y répondre. Voilà, parce que le sujet est encore ouvert, je l'admets totalement. Et enfin, sur santé protégée, peut-être que Christelle en dira un mot, mais vous dire que, en tout cas, il est prévu, je crois, hein, qu'une présentation nous soit faite. Enfin, en tout cas, on arrive un peu à un stade de ces expérimentations et qu'on regarde avec grande attention, évidemment, santé protégée, Pégase sur un autre champ, pour voir s'il y a matière à les généraliser ou pas. Mais oui, c'est bien dans notre scope. Pardon, Christelle, je suis très long, si vous voulez compléter. Merci. Je complète pour commencer avec santé protégée, puisque c'est probablement un sujet dont on va reparler assez vite. C'est une expérimentation qui a été financée au titre de l'article 51, qui me tient particulièrement à cœur, puisque elle est portée par le CHU de Nantes et par l'équipe de Nathalie Vabre, qui était à l'origine de l'écriture de ce travail, conjointement avec d'autres équipes qui nous ont rejointes. C'est un travail qui avance bien, en dépit des difficultés qu'on a pu rencontrer avec la période Covid. Il y a plus de 3000 enfants qui ont été inclus, qui ont été vus par des médecins de manière régulière ces dernières années et qui vont être présentés là, le 24 mars pour un premier bilan à Nantes. Et donc, cette journée est en cours d'organisation. Les invitations vont partir. Il est évident que cette expérimentation, elle est très, très, très attendue dans la mesure où non seulement elle permet de pallier au fait que la loi de 2016 n'ait pas été mise en œuvre dans les faits, hein, et que ces enfants, pour la plupart, ne voyaient pas de médecin ou de manière totalement décousue. Donc là, on va avoir un intérêt concret pour les enfants. On va avoir une formation de tous les spécialités de l'enfant qui ont participé, des médecins généralistes, des pédiatres, des médecins de PMI, mais aussi tous les métiers du médico-social qui ont été confrontés à cette prise en charge et qui travaillent ensemble. Donc, il y a un intérêt pédagogique en termes de formation de tous les professionnels de l'enfant qui est énorme. Et puis, bien évidemment, ça va être aussi une source de chiffres très intéressants sur le plan épidémiologique pour décrire la santé de ces enfants.
depuis des années, on s'intéresse à décrire la santé d'enfants, par exemple, prématurés. On a fait un peu un copier-coller de ces travaux chez le prématuré pour pouvoir décrire cette fois-ci la santé d'une population très particulière, probablement un peu délaissée sur le plan de leur santé somatique jusqu'alors, et qui aussi, sur le plan de la santé mentale, relève de prise en charge qui doivent être optimisées. Donc, santé protégée, le rendez-vous vous sera bien évidemment communiqué pour le premier bilan qui va être fait le 24 mars à la faculté de médecine à Nantes, et qu'on attend avec impatience pour pouvoir, je l'espère, prolonger cette approche qui est bénéfique, encore une fois, pour les enfants, pour les professionnels qui s'en occupent et pour notre connaissance de leur état de santé. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur santé protégée. Vous avez aussi été à plusieurs reprises intéressé par Bronchiolib, qui est une autre approche. Donc, pour mémoire, il s'agit d'organiser la prise en charge des enfants porteurs de bronchiolite au sein d'un réseau de pédiatres libéraux qui s'appuient sur des puéricultrices qui vont à domicile. L'idée étant d'éviter le passage par les urgences ou alors de raccourcir des délais d'hospitalisation. Et donc, cette expérimentation, comme vous l'avez mentionné, elle a eu lieu hiver 2019, à un moment où c'était déjà difficile, où les services envoyaient déjà des signaux d'alerte. Elle a été mise en œuvre très rapidement de manière un peu précipitée au début de la période épidémique, ce qui fait qu'il n'y a eu qu'une 50aine d'enfants inclus et qu'il a été difficile d'en tirer des généralités et des conclusions définitives. Et malheureusement, la période qui a suivi ne se prêtait pas du tout à poursuivre cette expérimentation, puisqu'il n'y a pas eu de bronchiolite en hiver 2020, et que cette année, l'ampleur de la vague était telle que tous les systèmes étaient saturés, et que, pour répondre à votre question, non, cette expérimentation n'a pas été reproduite en 2022, tant le chaos était immense. Pour autant, ça reste une piste sur laquelle on souhaite vraiment travailler. Le rôle des puéricultrices et leur articulation avec la médecine libérale paraît indispensable. Maintenant, il faut probablement élargir à pas uniquement l'articulation avec les pédiatres, mais avec l'ensemble des médecins libéraux, et peut-être pas uniquement les puéricultrices, mais aussi des infirmières qui seraient spécifiquement formées. Et donc, on a parlé de pouvoir travailler dans l'axe 5 sur la formation des professionnels de santé autour des besoins spécifiques des enfants, et ça fera partie des travaux qui sont à mener, mais des bonnes idées sur lesquelles on tient vraiment à s'appuyer. Et puis l'autre point sur lequel je pouvais rebondir, c'était dans l'idée des travaux déjà disponibles et des informations dont on dispose, le fameux rapport IGAS 2021, bien évidemment, qui n'est pas passé inaperçu, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, puisque, comme Adrien Taquet vous l'a dit, il est pour, je dirais, 90% des propositions qui ont été faites, il est tout à fait consensuel, mais un certain nombre des propositions ne l'étaient pas, et donc il nous paraissait important de pouvoir y revenir, y retravailler. Et puis, bien évidemment, ce n'est pas le seul document sur lequel on va s'appuyer. La Cour des comptes a produit aussi un rapport qui est très intéressant. Le Haut Conseil de santé publique a également des recommandations qui sont en cours, et donc on va s'appuyer sur des travaux qui sont beaucoup plus vastes. Et les assises ne vont pas se contenter d'appliquer les recommandations qui ont été mentionnées, mais bien de pouvoir retenir celles qui sont les plus consensuelles, les plus adaptées, et de pouvoir l'élargir aussi à un domaine qui est beaucoup plus vaste. Et puis, enfin, pour ce qui est des vaccinations obligatoires, bonne nouvelle, on dispose des chiffres de couverture vaccinale qui permettent d'attester d'une amélioration très spectaculaire de la couverture vaccinale des enfants suite à la mise en place de cette obligation vaccinale. On s'inquiétait du vécu des parents et des protestations qu'il pourrait y avoir et qui n'ont pas eu lieu. Cette vaccination obligatoire, elle s'est déroulée dans le calme. Les enfants aujourd'hui sont protégés contre les maladies qui étaient possibles de protéger en 2018. Puisque ça date de janvier 2018 maintenant. Pour autant, aujourd'hui, on a de nouveaux vaccins qui sont apparus. On a le vaccin contre le rotavirus, on a le vaccin contre le méningo B,
Et puis, on est en train de discuter de nouveaux produits qui devraient être disponibles contre le virus de la bronchiolite. Et quand vous savez le chaos qui a été observé cet hiver, c'est probablement une approche qui serait extrêmement intéressante pour protéger en particulier les plus fragiles, ceux qui font les formes graves de bronchiolite. La difficulté qu'on rencontre depuis la mise en œuvre donc, de cette obligation vaccinale, c'est que pour les produits, les vaccins qui ne sont pas dans la liste des 13 vaccins obligatoires, eh bien, malheureusement, on a du mal, là encore, à communiquer, à informer les parents du bien fondé d'un vaccin contre la gastroentérite, contre la méningite, et celui qui s'annonce pour les mois prochains, qui est contre la bronchiolite. Et donc, on aura besoin de nouveau de grandes campagnes de communication, d'information, pour que les familles soient convaincues de l'apport et du bénéfice pour leurs enfants des produits qui ne sont pas dans l'obligation vaccinale, même si cette mesure a été très spectaculaire en termes de couverture vaccinale. Alors, nous avons encore 6 collègues. Bon, on devait finir à 10 heures, je pense que c'est plié. Mais on va continuer, bien évidemment. Donc, Daniel Chassaing, Émilienne Pomerol. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Ministre, Madame le Professeur, pour donc ces propositions pluriannuelles concrètes qui, j'espère, vous mènerez à bien. Donc, moi, j'ai une seule question concernant la santé mentale. Donc, le repérage des TSA, bon, c'est très bien. Mais après, bien sûr, si on veut une inclusion, il manque actuellement, et ça on a des remontées des parents et des mères, pour pouvoir aider les enfants qui sont inclus dans les classes. Il faudrait que les ASH soient d'abord mieux rémunérés et puis qu'ils puissent prendre en charge l'interclasse. C'est ce qu'on a comme remontée. Deuxièmement, on a dans des départements, mais je sais que vous pouvez pas d'un seul coup trouver des pédopsychiatres, mais il y a une carence vraiment très très grave dans certains départements où malgré des postes qui sont il y a des postes qui ne sont pas pourvus, financés mais non pourvus, et on a beaucoup de demandes de l'ASE et aussi des maisons de l'enfance à caractère social. Est-ce que c'est un axe que vous privilégiez pour essayer de remédier le plus rapidement possible? Émilienne Pomerol. Oui, merci. Moi, une question très brève, parce que vous l'avez déjà un petit peu évoqué. On a parlé de la PMI, on a parlé de la médecine scolaire. Alors, on a effectivement de la difficulté, vous avez parlé de redonner de l'attractivité à ces deux métiers, que ce soit en médecin de PMI ou médecin scolaire. Il avait été prévu donc un rapport sur la médecine scolaire et la possibilité de départementalisation. Et c'est un petit peu là-dessus que je voulais vous interroger, parce que certes, certains départements ont des difficultés à recruter des médecins de PMI, mais il y en a qui arrivent très bien et qui seraient volontaires pour prendre en charge cette compétence par rapport à la médecine scolaire, puisque on peut dire qu'on a actuellement un niveau de médecine scolaire qui est vraiment quand même assez dramatique, hein, du peu de, j'allais dire, d'efficacité que l'on peut avoir, alors qu'il pourrait avoir un rôle en dépistage et en prévention extrêmement important. Et certains départements se posent la question de reprendre la compétence au niveau du département sur la médecine scolaire, d'autant qu'ils ont la compétence des collèges et que donc ils pourraient aller jusqu'à au moins 16 ans faire cette prévention. J'aimerais savoir si ce rapport, alors je sais bien qu'on n'est plus là au ministère, mais ce rapport devait sortir dans les 6 mois, ils sont largement passés. Est-ce qu'on va avoir ce rapport et est-ce que vous savez ce qui va en ressortir, et est-ce qu'on va donner les moyens, bien sûr, au département, s'ils reprennent cette compétence, de l'exercer? Jocelyne Guidez. C'est bon. Merci Madame la Présidente. Moi, je voudrais parler du handicap invisible. Voilà, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus difficile à détecter puisqu'ils sont invisibles. Et moi, j'ai énormément de parents qui viennent me voir aujourd'hui parce que tous les frais associés à ces troubles ne sont pas remboursés. Donc, ça cause une inégalité, en tous les cas,
à partir d'un très jeune âge. Et plus on tarde à les détecter, on sait très bien qu'au niveau de la scolarité, ça devient après très difficile pour rattraper ce retard. Alors moi, je ne vais pas vous poser aujourd'hui cette question parce que je sais que c'est assez compliqué peut-être pour me répondre aujourd'hui comment vous pensez aller au-devant de tout ça. Mais moi, je voudrais savoir si vous acceptez d'être auditionné pour nos travaux par rapport au TND. Brigitte Micouleau. Oui, merci Laurence Madame la Rossignol, Présidente. Merci pour cette présentation. Moi, je voudrais connaître la place des cancers pédiatriques et je voudrais rebondir sur la situation dramatique de l'hôpital des enfants à Toulouse qui est en difficulté pour assurer la mission de soins compte tenu de la dégradation des ressources humaines médicales. Voilà, tout simplement. Merci. Laurence Rossignol et ensuite Pascal Gruny pour terminer. Merci. Moi, je voudrais poser 3 questions qui concernent en fait le champ de votre mission, en particulier en matière de santé mentale ou psychologique des préados et des ados, enfin enfants préados-ados. La première concerne des éléments qui vont être, je crois, font l'objet d'une étude du Haut Conseil du HCFEA. Sur la médicamentation, je sais pas comment on dit, voilà, la prescription de médicaments, l'inflation de prescription de médicaments auprès des enfants. Alors je connais pas les résultats de l'étude, mais mon intuition et mon empirisme me conduiraient à penser que c'est un véritable sujet et qu'on observerait en effet en matière effectivement de troubles du comportement une inflation de prescription. Inflation qui a probablement dû être en plus accrue par le Covid et les consultations et les prescriptions en visioconférence, enfin en téléconsultation. Merci Emilienne. Voilà, ça c'est. Est-ce que c'est dans votre champ? La deuxième question concerne concerne également les préados et les ados. Il y a un rapport de l'Académie de médecine qui est sorti très récemment. Enfin moi j'en ai eu connaissance très récemment sur l'impact de l'exposition précoce à la pornographie sur la santé mentale des préados et des ados. Est-ce que vous allez le prendre? Et le troisième, qui est plus touchy, je le sais, et puisque c'est la question de savoir où se discute actuellement en France la question des traitements hormonaux et ou chirurgicaux des ados et préados en situation de transition de genre. Pourquoi je pose la question? Je n'ai pas la réponse, mais ce que je sais, c'est que pour les parents, c'est un vrai sujet. Parce que les parents sont régulièrement soumis à des statistiques probablement vraies de risque de suicide et sont pris en fait dans une question qui est est-ce que j'accompagne, puisqu'ils ont les enfants sont des mineurs, est-ce que j'accompagne, j'autorise traitement et chirurgie, ou est-ce que je prends le risque de voir mon ado faire une tentative de suicide? Et pour le moment, j'ai l'impression que toutes ces discussions-là se passent en dehors, même si je connais la position de la HAS, enfin, je ne sais pas si on va appeler ça une position d'ailleurs, même si je connais les conclusions de la HAS là-dessus. Est-ce que le sujet va être traité dans votre mission ou pas? Ou est-ce qu'il est renvoyé à une autre instance, ou est-ce qu'il ne sera pas traité? Terminé, Pascal Gruny. Oui, bonjour Monsieur le Ministre, et Monsieur le Président et Madame la Présidente. Moi, je voulais revenir sur la bronchiolite, parce que moi, j'étais fortement sollicitée par les réseaux des kinés, qui, en fait, ne peuvent plus, théoriquement, s'occuper des enfants qui ont la bronchiolite. Et pour bien connaître le réseau du Nord-Pas-de-Calais, le réseau était sollicité, je sais que sur un samedi, ils ont eu 160 appels du SAMU, hein, pas des parents, du SAMU, et normalement, ils ne pouvaient pas prendre en charge les enfants. J'ai essayé d'interroger le ministre, je vous avoue que je n'ai pas eu de réponse à ce jour. Or, j'ai entendu que vous tentiez une expérimentation, enfin, il y avait une expérimentation avec les infirmières, les puéricultrices, mais les kinés connaissent bien
Et je sais que c'est plutôt la peur du clapping, mais les kinés font pas du clapping n'importe comment. Et si on n'a pas confiance dans ces professionnels de santé, je sais pas comment on peut faire. Mais en tout cas, il y a une information qui est donnée au niveau de la HAS et des CPAM, comme quoi, en fait, il vaut mieux éviter. Du coup, les parents, c'est compliqué. Et du fait, ils vont directement aux urgences. Alors que pour la bronchiolite, finalement, il y a plutôt un apprentissage au niveau des parents. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis juste aussi parler des handicaps 10. Voilà, qui sont, enfin, moi, dans mon département, il y en a énormément. Et puis les CMPP qui n'ont pas les moyens financiers, qui pleurent en fait pour avoir des journées supplémentaires et le manque de professionnels, particulièrement les psychomotriciens. Voilà. Qui commence? Adrien, si vous voulez, je peux Oui, peut-être répondre sur les questions plus de pathologie. Oui. Et puis, je vous laisserai aborder les questions moins médicales. La question de la kinésithérapie dans la bronchiolite est extrêmement intéressante, puisque la HAS a organisé une recommandation qui a été publiée en 2019 et qui conclut qu'il n'y a pas d'indication de kinésithérapie respiratoire dans les formes de bronchiolite habituelles pour les nourrissons qui seraient infectés par ce virus. On était en effet les seuls au monde à avoir cette idée de faire de la kiné et il n'y a aucun travaux scientifique qui atteste du service rendu auprès des enfants ni des familles en termes d'éviter les hospitalisations, de diminuer les durées d'hospitalisation ou la qualité de vie. Donc, à partir de cette observation, le groupe de la HAS a conclu qu'il n'y avait pas de place pour des techniques de kinésithérapie respiratoire dans la bronchiolite. Maintenant, ça ne veut pas dire que les kinésithérapeutes ne peuvent pas avoir un rôle dans les épidémies telles que celles qu'on a vécues et que ce rôle, il dépasse très largement la question de la désobstruction des voies aériennes, puisque dans bronchiolite qu'on a évoqué tout à l'heure, il est question d'aller aider une maman dont l'allaitement est compliqué parce que l'enfant ne tète plus pendant plusieurs jours. Il est question de s'assurer de l'environnement de couchage de manière à éviter les morts subites du nourrisson. Il faut pouvoir peser l'enfant, il faut pouvoir avoir une approche beaucoup plus globale que celle d'une seule technique de kinésithérapie respiratoire. Et donc, c'est à ce titre que les kinésithérapeutes peuvent certainement être associés aux prises en charge des enfants, mais pas du tout d'un point de vue technique, mais bien de l'aide à l'allaitement, de la surveillance de l'état nutritionnel. Et aujourd'hui, à ma connaissance, cela n'est pas enseigné dans les écoles de kinésithérapie. Donc, on peut tout à fait envisager les associer largement aux prises en charge des bronchiolites, sauf si elles disparaissent grâce aux nouveaux médicaments qui s'annoncent. Mais dans tous les cas, ça ne passe pas par des gestes techniques, mais bien par une prise en charge beaucoup plus générale de l'état de santé de l'enfant, qui aujourd'hui est possible pour des puéricultrices, mais qui nécessiterait un enseignement spécifique des kinésithérapeutes. Voilà pour la question des kinés. Et puis, je peux peut-être répondre sur le point qui évoquait le manque de ressources médicales pour l'hôpital de Toulouse et qui est un point extrêmement partagé par l'ensemble des hôpitaux. Alors, les hôpitaux universitaires, mais aussi les hôpitaux généraux. On n'a pas évoqué la question des gardes, de la permanence de soins, mais qui joue énormément dans l'attractivité de ces postes. Et donc, ça sera bien évidemment un des sujets majeurs qui sera abordé à l'occasion des assises de la santé. Et puis, le dernier point sur lequel je peux dire un mot, c'est celui des prescriptions de psychotropes en lien avec l'aggravation de la santé mentale des adolescents, qui est attesté par un certain nombre de travaux épidémiologiques et qui est un point d'alerte majeur sur lequel il faut qu'on puisse ensuite travailler et modifier nos pratiques, puisqu'on est en décalage par rapport aux autres pays européens de manière très significative. Et on sait que les Français, en général, consomment plus de psychotropes que nos voisins, mais nos adolescents aussi. Et donc ça, c'est une vraie préoccupation.
Pour ce qui est de la question sur la transition de genre, je pense que ça sera compliqué de pouvoir y consacrer beaucoup de temps dans le cadre de ces assises qui, vous l'avez compris, vont avoir un fardeau qui est très, très, très intense, hein, et que dans les 3 mois, on n'aura probablement pas le temps d'y consacrer suffisamment de travaux, mais ça reste un sujet majeur, incontournable, qu'il faut pouvoir évoquer, il me semble, avec les spécialistes du domaine, donc des psychiatres, des pédopsychiatres, mais aussi des spécialistes en endocrinologie, de manière à pouvoir aborder cette question difficile d'un point de vue scientifique, et pouvoir accompagner les enfants et leurs parents dans ces situations très compliquées. Donc, on ne pourra pas régler la question dans ces assises, mais c'est un sujet qui est important. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, rapidement, parce que pour la terminer. présidente me dit d'être rapide. Non, pour rebondir sur ce que vient et prolonger ce que vient de dire Christelle, si on se projette un peu effectivement sur ce que seront le point d'atterrissage de ces assises, on ne pourra pas tout régler sur tout, c'est-à-dire même sur d'autres politiques de prévention. Si on se dit qu'il faut un plan tabac, par exemple, on ne va pas arriver, je pense, avec les 20 mesures du plan tabac, hein, mais on dira qu'il y a un problème de santé publique. Donc je pense que la question que vous évoquez, Madame la sénatrice Rossignol, sur les traitements hormonaux, les transitions de genre, est effectivement un sujet dont je pense qu'il faut, c'était un peu comme ça que vous avez présenté votre question, à un moment que le sujet soit abordé dans une instance et qu'il y ait un certain nombre de cadres qui soient posés. C'est pas ces cadres, on pourra peut-être en énoncer le principe, mais on n'aura pas le temps effectivement de bien établir les principes sur cette question qui est complexe. Très rapidement, sur les prescriptions médicales dans le cadre de la santé mentale, là aussi, Christelle Lagraloine est revenue dessus. On attend le rapport du HCFE, effectivement, qui porte sur cette question. On va pas régler non plus, monsieur le sénateur Chassaing, la question des AESH. Voilà, même si on a tous conscience et que c'est un sujet qui revient sur le devant de la scène, on a tous conscience de l'importance de leur importance dans l'inclusion des enfants en situation de handicap. Il y a un vrai sujet, vous l'avez dit, sur la pédopsychiatrie de façon générale, absence de pédopsychiatre, et en particulier sur les enfants de l'aide sociale à l'enfance, où il y a des problématiques qui sont importantes avec de multiples causes. C'est un sujet qui sera... il y a un point dédié à l'aide sociale à l'enfance, vous l'avez bien compris. Et puis, on a 2 professionnels que sont Anne-Catherine Laurent de Reims et le professeur Bronsard de Brest, qui sont dans l'axe sur la santé mentale, mais qui, par ailleurs, ont beaucoup travaillé et travaillent beaucoup sur la question des enfants protégés. Et donc, systématiquement, et c'est très bien, parce que bien évidemment, il y a ces 6 axes, mais il y a beaucoup d'overlap entre les axes, systématiquement pointe la question de l'aide sociale à l'enfance et de la question de la pédopsychiatrie. Donc ça, en tout cas, il y aura une attention particulière qui sera portée. Madame la sénatrice Pomerol, sur la médecine scolaire. Alors le rapport IGAS, je ne vais pas m'engager pour eux. Il va sortir, je crois, dans les semaines à venir. Voilà. Donc le travail est en cours de finalisation, je crois, de ce que j'en sais. Je n'en connais pas le contenu, très très sincèrement. On ne les a pas rencontrés, donc je ne peux pas vous dire. Le transfert de la médecine scolaire au département est une option, une des options. Il en est d'autres. Je ne sais pas du tout dans quel sens. Je ne vais pas vous mentir ou faire de faux espoirs. Dans quel sens penche ce rapport, sachant que on l'intégrera nous dans nos travaux. Et puis, on aura, nous, des préconisations. Et ensuite, il y aura des arbitrages ministériels. Nous, on va proposer au ministre une feuille de route, enfin un plan d'action. Et ensuite, c'est lui le ministre. Donc, c'est lui qui va prendre ses responsabilités de ministre et décider, sachant que sur ce sujet-là, évidemment, ça implique pas mal de monde. L'éducation nationale, le ministère de la Santé, et évidemment les collectivités locales, d'une façon ou d'une autre, éventuellement sur la même façon sur les réflexions sur la PMI, où il peut y avoir peut-être des bougets intéressants qui peuvent être faits, et les 2 sujets ne sont pas dénués de lien, vous avez raison de le dire. Madame la sénatrice Guidez, sur les handicaps invisibles, typiquement sur ces sujets-là, enfin qui sont connus, mais qui parfois vont se nicher dans les angles morts ou les faces sombres de la République, comme on dit, il faut vraiment ne pas hésiter, vous et les personnes avec qui, je dis ça de façon un peu générale, les associations que vous rencontrez, etc., évangélisez un peu, s'il vous plaît, en notre nom et pour nous, sur la tenue de ces assises et sur la nécessité pour ces personnes, pour ces associations, de nous remonter, de nous pointer des difficultés, des points spécifiques, de nous remonter des propositions, surtout. J'insiste là-dessus, vraiment. Voilà, donc à travers vous ou à travers les outils mis en place.
à travers vous. Et les parents isolés peuvent aussi contribuer, et tout est lu. Enfin, on a des ressources pour que tout soit traité via la plateforme que vous pouvez retrouver sur le site de la Société française de pédiatrie ou du ministère. C'est accessible vraiment au homepage, parce que l'adresse est un peu compliquée en elle-même. Ils peuvent contribuer, et tout ça est pris en considération, vraiment, je vous en garantis. Et avec plaisir, je ne sais pas à quel titre, mais pour être auditionné pour votre commission sur les TND, mais à ce titre-là, au titre de ma participation au 4e plan, à l'élaboration d'un 4e plan stratégie autisme, on trouvera. Mais avec grand plaisir, c'est des sujets qui me sont toujours chers. Et puis voilà. Madame la Présidente, je crois que c'est tout. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir présenté ces assises. C'était en effet, on l'avait évoqué lorsqu'on s'était appelé, Monsieur le Ministre. Il était important que la Commission puisse être au fait de la méthode, de l'échéancier, mais aussi de tous les axes sur lesquels vous allez travailler. Et bien évidemment, si on a des contributions à vous faire, on vous les apportera, que ce soit les groupes de travail. Il y a aussi un groupe à la Commission de la Culture sur les AESH qui va se mettre en place. Donc beaucoup de sujets qui ont trait à l'enfance vont être pris en compte par les différentes commissions, également par le groupe handicap. Donc merci beaucoup et à bientôt. Alors.